Merci à tous d'être venus un vendredi soir. Je sais que c'est pas très cool pour votre début de week-end, mais c'est la vie. Merci à Marc qui a organisé cette chose et à Jean-Claude qui en a profité pour rendre ça possible. Pour commencer, comme on va parler de deux choses. On va parler donc de Wolf Totem, Le Dernier Loup en français, le film de Jean-Jacques Hano qui est sorti il n'y a pas longtemps. On va également parler de la vie, le travail en Chine. C'est un petit peu différent d'ici. Je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Je ne sais pas du tout si vous avez envisagé d'y aller. Je sais que certains étudiants l'an dernier ont fait un stage, les étudiants de l'IM ont fait un stage en Chine. Voilà, c'était un truc intéressant. Je pense que c'est un sujet qui peut vous concerner. Alors, je voudrais remercier Jean-Jacques Hano et Xavier Castano, son producteur, parce qu'en fait, on avait déjà vécu une belle aventure il y a une douzaine d'années avec deux frères, et là, on est reparti pour un truc assez étonnant, que je vais essayer de vous transmettre. Je ne vais pas citer le nom de mes 400 collègues chinois, je zappe un petit peu celui de mes quelques collègues français. Donc moi je suis Christian Rageot, je pense que certains d'entre vous m'ont déjà vu ici. Ça fait 25 ans que je travaille dans les images, que je fais essentiellement de l'image numérique, un peu de production. Et mon métier principal, c'est superviseur des effets visuels. Ça, c'est un métier que je fais sur les longs métrages essentiellement. J'en ai fait quelques-uns, des gros, des petits. Donc je fais également de la production, ça c'est plutôt de la publicité, des films institutionnels. La plupart du temps, ce sont des films avec des effets visuels. C'est-à-dire qu'en fait, je peux contrôler d'un bout à l'autre de la chaîne, du tournage à la post-production. Je travaille depuis le début de ma carrière très souvent à l'étranger. Moi, j'aime bien voyager. Déjà, les productions se sont rendues compte qu'ils pouvaient m'emmener à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois, que je râlais pas trop, que je mangeais tout. Donc voilà, j'ai cette étiquette-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un superviseur d'effets visuels? Je suppose que vous en avez déjà une idée, je suppose que vous croisez un de mes collègues, Pierre Biécher par exemple, qui est superviseur également. On va dire que le superviseur, c'est la personne qui s'occupe de la création artistique, technique des effets spéciaux d'un film. Voilà, en gros, le résumé, ce serait ça. Bonjour. Donc, pour démarrer ce travail, en fait, le début du travail, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, la production m'envoie un scénario, je lis le scénario, et c'est un truc qu'il faut lire très attentivement. Parce que quand un scénario est bien écrit, chaque ligne est censée évoquer des images. Et parfois, elle évoque des images dont on sait qu'elles ne seront pas faisables de manière naturelle. Alors, bien sûr, il y a le dinosaure, le chien qui parle, le vaisseau spatial qui détruit la ville. Ça, on sait qu'on ne va pas y arriver vraiment en vrai. Donc, ce sera des effets visuels. Ceci dit, la plupart du temps, les effets visuels, c'est pas ça. Les effets visuels, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est des choses qui sont plus difficiles à percevoir dans un scénario. Par exemple, aujourd'hui, il est assez rare qu'on tourne une scène dans une voiture en mouvement avec les comédiens qui se parlent dehors, en vrai. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de faire ça. Il faut une voiture travelling, il faut des autorisations d'être sur la chaussée, il faut du matériel spécial pour accrocher la caméra, il faut enlever le pare-brise. Tout ça, c'est très long. Et on préfère dire, on tourne dans un studio sur fond vert, après on donne ça au superviseur qui va prendre une caméra, qui va essayer de retrouver tous les axes qui ont été utilisés dans un décor qui a été choisi avec la mise en scène, et faire les images qui viendront derrière, à la place du fond vert, derrière les comédiens dans la voiture. Ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on dit tiens, on a 3 jours pour tourner une séquence, on est en Bretagne par exemple. En Bretagne, il fait beau tous les jours, il pleut un petit peu tous les jours, il fait un petit peu gris tous les jours. Donc on n'aura jamais la continuité de lumière. Donc on sait qu'on va changer des cieux, qu'on va peut-être refaire un petit peu de lumière. Tout ça pour ne pas perdre de temps au tournage, à attendre le soleil, la pluie,
C'est toujours compliqué. Idem, quand on a aujourd'hui beaucoup de films, c'est vrai surtout dans les séries télé, on a pas mal de films qui utilisent des ordinateurs. Donc voilà, on a les types qui tapent, il y a des choses qui apparaissent. Alors, dans l'idéal, ça serait qu'on ait tout préparé, ce qui doit apparaître avant et qu'on le filme en direct. La plupart du temps, c'est pas ça qui se passe, c'est pas prêt avant. Donc le mec, il tape des trucs sur son ordinateur et puis on remet après coup des images. Et ça, a priori, bon, c'est censé, tous ces exemples que je vous donne, c'est censé ne pas se voir. C'est-à-dire que si on le voit, c'est qu'on a mal fait notre travail. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans à peu près que, les effets visuels sont entrés en force dans l'univers du cinéma. Et aujourd'hui, voilà, les effets visuels, c'est un outil de plus pour l'imaginaire des réalisateurs et le porte-monnaie des producteurs, parce qu'en effet, souvent, on gagne de l'argent à faire des effets visuels. Donc une fois que j'ai lu le scénario, que je l'ai lu, relu, que j'ai isolé ce qui seront les grands effets à faire dans le film, je vais parler avec le réalisateur, je vais parler avec le chef décorateur, le chef opérateur. Voilà, le chef opérateur, il a des idées sur est-ce que sa caméra sera plutôt fixe, est-ce que sa caméra sera plutôt très mobile, ce qui va changer un peu mon travail. Le chef déco, il va avoir aussi des envies de décor, il va dire oui, peut-être là, il nous faudrait un palais qui fasse 6 étages, mais je pourrais en construire un seul. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finir le palais sur des plans larges? Voilà. Et puis le réalisateur, bien sûr, il essaie de raconter une histoire, il a une idée plus ou moins précise, suivant les réalisateurs. Et donc, cette idée-là, il va falloir que moi, je l'aide à la mettre en image. En règle générale, j'ai un petit peu d'expérience maintenant, quand je lis un scénario, je dis, tiens, ce film, il va coûter tant, et la partie des effets visuels, elle coûtera tant, à peu près. C'est pas une science super exacte, mais je me trompe assez rarement, en fait, sur ça. En effet, par exemple, on ne va pas investir 20 millions, un producteur n'investira jamais 20 millions d'euros dans un film qui va faire 200 000 entrées, clairement. Donc on va étudier je vais vous parler de quelques séquences du Dernier Loup. Le Dernier Loup, c'est à peu près 1000 plans truqués. Sur les 1000 plans truqués, c'est pareil, il y en a 500 qui sont du simple effacement. On est dans un décor super joli, puis il y a une petite maison qui traîne dans la prairie, et là il faut la gommer, elle n'a rien à faire ici, il y a une ligne électrique, des choses comme ça. Après les autres plans, on a des plans de compositing plus standards, où on a tourné quelque chose sur un fond bleu qu'on remet dans un décor. Et on a des plans, l'idée du film c'est, il y a des animaux, on a des plans avec des animaux. Donc on a des vrais animaux, mais parfois on verra, on peut être amené à en créer des faux. Je vais pas être, volontairement, je ne vais pas être très technique, parce que c'est pas, c'est pas l'objet d'une journée comme ça. Je vais plutôt essayer de décrire le cheminement de quelqu'un qui travaille dans les effets visuels face à une demande d'un réalisateur. Donc, moi j'avais déjà travaillé avec Jean-Jacques Hano, oui, sur Deux frères, qui est peut-être un film que vous avez vu, qui relevait un petit peu de la même idée. Il y avait des animaux aussi, tout ça en extérieur. Donc je savais en commençant Le Dernier Loup que ce n'est pas le type de film avec des inventions visuelles étonnante. C'est justement l'inverse. C'est un film où les effets ne doivent pas se voir. Sauf, on verra, deux d'entre eux. Mais la majorité, ça doit être transparent. Le spectateur doit se dire, tout ce que je vois, ça a été tourné en vrai, il y avait une caméra, il y a des choses qui se sont passées devant, ça a été saisi par la caméra, et il n'y a pas du tout d'effet visuel. D'ailleurs, si vous avez entendu la promotion du film, si vous avez entendu des interviews de Jean-Jacques Hano, il insiste en permanence sur les 3 ans d'élevage des loups que nous avons utilisés sur le tournage, les petits loups qui naissaient tous les ans et qui renforçaient l'équipe. Voilà. Il insiste sur cette vérité-là et il parle très très peu des effets visuels.
Donc oui, les trucages invisibles, ce qu'on ne doit pas voir, c'est ce qui se pratique le plus. C'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le cœur de notre métier. Il y a plein de fois, si vous restez jusqu'au bout du générique, très au bout, parce qu'on est tout en bas, juste avant la musique, là. Voilà, vous avez vu un film, une comédie, vous n'avez rien vu de particulier, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident de voiture, et puis vous voyez, tiens, il y a 25 personnes qui ont travaillé sur les VFX. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont changé d'essieu, ils ont gommé, ils ont changé une enseigne d'un magasin. Tiens, on veut tourner ici, c'est une boucherie, mais il est censé sortir de la boulangerie. Alors on peut faire une fausse enseigne qu'on colle par-dessus. Si c'est pour un plan, on ne va pas le faire, on le changera en post-production. Donc il y a plein de petits plans comme ça qui sont notre quotidien. Dans le dernier Loup, bah, voilà, j'avais lu le scénario, je me disais, il va falloir qu'on aide les animaux à être ensemble, que ce soit les loups ensemble, les loups avec les gazelles, les loups avec les chevaux. Je savais qu'on allait difficilement pouvoir faire attaquer une gazelle par un loup en vrai. Voilà. Enfin, le loup aurait été d'accord, mais la gazelle moins. Voilà, c'est pareil, il y a dans le scénario des scènes où le loup est avec un humain. Voilà. Donc, on se dit, tant qu'il est petit comme ça, tout va bien. Quand il commence à grossir, peut-être ça ne marchera pas. Mais avant de parler des animaux, en fait, je voudrais qu'on parle d'une séquence qui est la séquence d'ouverture. Je ne sais pas si... Est-ce que des gens ont vu le film Très bien. Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo. Un spectateur, très bien. 2 points de plus. Donc le film démarre. Le film, pour ceux qui n'ont pas suivi la promo, raconte... Donc c'est tiré d'une autobiographie, c'est une histoire vraie. À la fin des années 60, en Chine, Mao Tse-tung décide 2 choses. Déjà, tous les gens avec beaucoup d'instructions, il va les envoyer dans la campagne pour leur apprendre la vraie vie. Et ils vont en profiter pour transmettre la parole maoïste aux paysans. Et donc l'auteur du roman écrit son histoire. Il était un de ces jeunes étudiants de l'époque. Un jour, on lui dit, tu vas aller en Mongolie intérieure, donc la partie chinoise de la Mongolie, et tu vas transmettre le savoir maoïste aux paysans. Et lui s'est retrouvé là-bas et il est tombé amoureux du pays, il est tombé amoureux du mode de vie des Mongols, très différent de celui des Chinois ethniques. Et il a raconté 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard cette histoire dans un roman qui est un très gros succès en Chine et même qui était traduit à peu près dans le monde entier et que la production d'État chinoise avait décidé d'adapter. Donc la première séquence, c'est celle qui va nous servir à poser le générique. C'est une scène qui part de Pékin, donc on est place Tiananmen à Pékin, 1969. Il y a quelques centaines de bus. Là, ces bus se chargent d'étudiants et les bus partent. Et donc une longue file de bus quitte Pékin et on va voir les bus qui se séparent au fil du générique, enfin de la séquence générique, pour ne garder plus qu'un seul bus qui va finir dans on appelle même plus ça une ville, un micro-village en Mongolie où la route s'arrête. Là, nos héros vont descendre, monter dans une charrette et qui va les emmener à l'endroit où ils passeront 2 ans de leur vie. Voilà, donc ça c'est un pitch un peu long, mais... Donc au départ, on est dans cette... L'idée c'est de recréer une époque. L'idée c'est en quelques plans, en 1 minute et demie, d'arriver à saisir le spectateur et de le mettre dans cette époque, de dire on est en Chine, on est ailleurs, on est à un autre moment que 2015. Voilà, il faut faire ça très vite et c'est en quelques plans, il faut raconter cette histoire, que cette histoire elle soit compréhensible et qu'elle amène directement, au bout de quelques minutes, au cœur du récit. Donc on commence par quoi quand on a... on commence, donc on a un morceau de scénario, mais un morceau de scénario, on se dit tiens, on ferait bien quelques dessins pour essayer de comprendre comment on va pouvoir le filmer, qu'est-ce qu'on cherche. Donc on commence par un storyboard. On commence même par 2 storyboards. Pourquoi il fait ça lui? Il est fou. Voilà.
Donc on commence par un storyboard. Le storyboard, à ce moment-là de la préparation, il n'est pas encore, très précis. Le réalisateur y exprime quelques-unes de ses idées, quelques-unes de ses envies. Parfois, comme on va voir sur ce storyboard typiquement, il s'auto-censure un petit peu. Donc voilà, donc on regarde le storyboard. Le storyboard, comme on le voit, ben voilà, il y a un bus, deux bus, il y a des gens qui courent avec des paquets autour. Voilà, on a un point de vue un peu plus haut où on voit un petit peu plus de bus, des gens. Puis on a un point de vue très large. Notez en amorce le haut-parleur, parce qu'on en reparlera plus tard. Ça fait partie des petites choses qui peuvent changer un petit peu dans le cours d'un film. Donc, qu'est-ce que je tire, moi, de ce storyboard dessiné? Alors après, bon, on peut continuer le storyboard. Et voilà, on va voir, il y a des images décrivant les bus. Il y en a beaucoup. Voilà, pardon, il faut que je fasse avec la souris. Voilà. Il y a pas mal de bus. Et on sent qu'il y en a. On passe là, quelque part, autour de la Grande Muraille. Voilà. Et quand on dit, tiens, là, les bus vont se séparer. On a des plans intérieurs du bus également, où voilà, c'est la vie des gens. Tout ça par rapport à la séquence qu'on verra tout à l'heure, voilà, ce ne sont que quelques dessins. Donc en fait, qu'est-ce que cherche le réalisateur là-dedans? Il cherche à montrer, il cherche à attirer le spectateur dans le film, mais il cherche à montrer la taille de la Chine, le fait qu'il y a tout d'un coup 100 bus qui partent, qui se séparent et qui irriguent toute la Chine de la bonne parole maoïste. Voilà. Qu'est-ce que je sais également? Je sais qu'on ne va pas les tourner place Tiananmen. C'est très compliqué. Et en plus, comme elle a été modernisée, ça serait presque un piège pour nous d'y aller. Je sais qu'on n'aura pas 100 bus pour tourner. Et je sais qu'on n'aura pas 2000 figurants pour tourner. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc je sais qu'on risque d'être amené à recréer des bus, des gens. Voilà. Ça, c'est ce que je sais, mais je ne sais pas encore comment le faire. Au début, quand je parlais d'autocensure tout à l'heure, Jean-Jacques dit, voilà, moi j'ai envie de 3 plans fixes. J'ai un premier plan assez proche où j'ai mes comédiens principaux qui montent dans un bus. J'ai un deuxième plan un petit peu plus large où on les reprend monter dans le bus, ils disent au revoir à leur famille, voilà, on sent l'ambiance. Et j'ai un plan très large. Je connais un petit peu Jean-Jacques Hano, je sais que c'est pas ça qu'il souhaite. Il souhaite un plan où il va suivre ses comédiens. On va s'élever et on va découvrir ce plan final. Je le sens. Il se censure parce qu'il sait que c'est un plan cher s'il commence à faire un mouvement de grue. Donc l'idée, c'est aussi, pour moi, de lui amener une solution qui réponde à son besoin artistique sans aller cribler le producteur de dettes sur la scène d'entrée. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe quand on veut, par exemple, voilà, on a une image comme ça, imaginons on a 6-7 bus en vrai, on va pouvoir, bon, on va se dire, tiens, on peut multiplier les bus, on va faire des bus en image de... Alors, avant de faire des bus en image de scène, imaginons on a 6 bus et 100 personnes. On a une caméra fixe, on dit, bah tiens, tournons, mettons les 6 bus ici, mettons les gens autour, on arrête la caméra, on ne la bouge pas, on pousse les bus ici, on met les gens autour, voilà, et on filme comme ça par petits paquets la séquence. Alors ça ne marche que dans des plans fixes ou des plans avec un motion control, donc une caméra pilotée par ordinateur. Ça, c'est un petit peu... Enfin, c'était pas envisageable d'avoir ça sur le plateau. Et en plus, il y a un problème, c'est que dans le scénario, on décrit ce départ de Tiananmen au petit jour. C'est-à-dire qu'en gros, ce que souhaite Jean-Jacques, c'est un soleil très rasant. Voilà, bon. Donc, on ne peut pas faire ça, ce système à plusieurs prises de vue dans une lumière aussi courte dans la journée, parce que voilà, le temps qu'on bouge 3 blocs, il sera midi et on aura la lumière ne sera plus du tout raccord. Donc on se dit, bon, ok, on va sans doute faire... il va falloir trouver une autre solution. Alors, bon, l'autre solution, ben, ça peut être ça va être de l'image de synthèse. Alors, l'image de synthèse, on peut faire des bus. Voilà, les bus, la déco me donne un plan d'un bus.
Elle me donne un plan de plusieurs bus. Après, on sait fabriquer ça, vous savez fabriquer ça, vous avez sans doute déjà fait des choses comme ça. C'est pas très, très compliqué. Alors, l'idée, c'est que j'obtienne tous ces éléments de la déco, c'est-à-dire j'obtienne des plans, j'obtienne des photos, des matières, des couleurs, pour que je puisse commencer à faire un travail de modélisation aux sociétés qui vont se charger de ce travail. Alors, bon, les bus, c'était facile. Après, on dit, merde, il y a des gens. Il y a des gens, donc les gens, c'est moins facile. Je crois que c'est ça, les gens. Non, ah non, pardon. Non, là, alors, pardon. Pour les bus, on a également, voilà, on utilise pas mal de documents fournis par la déco. La déco qui elle-même s'inspire de l'époque, des photos. Donc on se dit, voilà, c'est cette ambiance-là qu'on va rechercher pour la séquence de départ. Voilà, des gens, beaucoup de gens, des drapeaux, des bus au milieu de la foule. Ça nous sert, tout ça nous sert de référence, tout ça va enrichir, on va dire, la crédibilité de notre travail. Je passe un petit peu vite parce que j'en avais mis beaucoup. Alors, avant de passer aux gens, on va faire un décor. Alors, le décor, c'est censé se passer place Tiananmen. Là encore, on récupère des plans, on récupère des images de l'époque. On voit des gens aussi. On peut se rendre compte d'un truc très pratique pour nous, c'est que ces gens, ils sont tous habillés pareil. Ça, pour les VFX, la mode maoïste, c'est génial. Ils sont tous habillés pareil, ils n'ont pas trop les cheveux longs. Ils ont souvent des casquettes. Bon, on se dit, OK, ça va être plus facile. Par contre, on voit un truc dans ces images, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. On voit les haut-parleurs. Et là, on se rend compte que les haut-parleurs, ils ne sont pas du tout ronds, comme prévu, mais ils sont tout en hauteur. Et qu'on se dit, tiens, dans une image en scope, ça ne va pas être cool. Donc, mais bon, c'est un petit problème, donc on y pensera plus tard. Voilà, les haut-parleurs, ouais. Donc, en effet, les gens, c'est plus facile dans ce cas-là, parce que, en effet, ils ont deux costumes. C'est le même, mais il y en a un qui est bleu, un qui est vert. Donc, on n'est pas du tout, on ne va pas être embêté à se faire des tonnes de costumes en images de synthèse si on doit le faire. Bon, après, donc moi je pars à ce moment-là, dans ma réflexion, je suis sur un principe. On va démarrer proche de nos acteurs principaux, on va bouger, on va sans doute reculer, on va s'écarter un peu et on va monter pour découvrir notre plan large. Je me dis que ça va finir comme ça. Après, je me dis qu'en effet, si on commence à faire un plan avec, je suppose que vous connaissez des outils comme Massive, qui sont des logiciels pour multiplier de la foule. C'est un truc long à faire, c'est assez coûteux. Pour un seul plan, bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, ce que je vais préparer, c'est un trucage à deux vitesses. C'est-à-dire que, je vais me dire, peut-être on a une manière de s'en sortir. On a une manière de s'en sortir. Attendez, je vais vous montrer un layout. Alors, ça, c'est de l'image de synthèse très basique. Mais l'image de synthèse très basique, elle me sert à deux choses. Elle me sert à plusieurs choses. Alors, elle me sert à déterminer une focale qui irait bien pour filmer tout ça. Elle me sert à déterminer la taille de mon fond bleu. Parce qu'en fait, voilà, j'ai négocié avec la déco et je peux avoir 3 bus. C'est tout ce que j'aurai. Il n'y en aura pas plus. Ils ne pourront pas en construire plus. OK, j'ai 3 bus. On va tourner ça sur un parking. Donc il faut que je mette un fond vert derrière ou bleu pour ne pas m'embêter. Et je me dis, OK, le plan large, il sera à peu près comme ça. On se dit, ah bah super, il y a plein de bus. Donc en fait, dans ces interstices, ici, finalement, je peux mettre des gens, enfin les gens, ils sont moins présents qu'on peut le craindre. Donc si je tourne des éléments de gens ici, je peux peut-être les replacer là derrière au milieu de mes bus en synthèse. Donc ça, c'est mon plan A. Un plan qui permet de faire un plan en mouvement, truqué, sans utiliser trop d'images de synthèse complexes.
Donc on va passer, voilà, tout ça finit par arriver au tournage. Au tournage, comment on... Voilà, au tournage, on est... Ah oui, nous avons notre stéréographe. Voilà, on est donc sur sur un parking par une lumière assez désolante. Avec plein de gens, je crois que j'avais 200 figurants, un truc comme ça. Et voilà, on discute. Là, je suis en train de répéter une sorte de début du mouvement pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis bien dans les fonds verts, enfin, le mieux possible. Bon, après, je ne peux pas aller plus haut. La grue va aller plus haut, mais moi, je ne peux pas. Donc, à partir de ça, on dit, OK, tournons. On va y aller. Donc, on tourne, on a une grue qui filme tout ça, et on va tourner plusieurs prises. Plusieurs prises, on va en tourner, je ne sais plus combien on en a fait, jusqu'à ce que Jean-Jacques Hano décide que, voilà, il y en a au moins 3 qui lui conviennent pour le jeu des comédiens. Parce que c'est quand même ça qui est important, le début de la séquence. Après, le reste, on va dire, il s'en occupe plus. Quand on arrive sur un parking avec un fond vert et 3 bus, il dit ça c'est mon problème. Donc une fois que voilà, Jean-Jacques a tourné la base de son plan, qu'on va voir bientôt, lui, il prend une caméra, ses comédiens, et un bus, et il va tourner à côté des plans plus rapprochés, des conversations. Pendant ce temps-là, moi, je garde la grue, je la laisse dans la position finale, et je commence à tourner d'autres groupes de personnages, des bus. J'ai une deuxième équipe qui, dans un autre coin, prend les figurants un par un, puis leur fait faire, vous savez, le fameux Jésus-Christ, là, fait des textures, fait des vidéos pour les gens qui disent au revoir, les gens qui passent les valises, voilà, pour qu'on ait des éléments si jamais on doit arriver au personnage à la foule image de synthèse. Au bout de, voilà, bon, donc les images rentrent. Au bout de quelques semaines, on a un premier montage, tout petit. Hop. On a un premier montage du film, de toute la séquence. Voilà, le monteur a travaillé, il a montré à Jean-Jacques, ils ont discuté. On en a discuté également avec moi. Et on a donc une première séquence où on voit le plan. Attends, je vais peut-être éteindre, ça serait... Ouais. On voit le plan qui a été tourné, donc là, voilà. Qui était choisi, on a nos comédiens, hop, la caméra décolle et à partir de là, c'est un peu n'importe quoi. On a un autre plan où, alors là, on avait toujours nos 3 bus. Là, on est dans un plan fixe. Donc nos 3 bus, on les a fait monter comme ça 2-3 fois la route. Et puis après, on peut aller les dupliquer bêtement. Enfin, c'est les mêmes 3 qui sont dupliqués. Au final, on aura un plan avec des bus en image de synthèse plus précis que ça. Ici, on a des plans qui ne sont pas truqués, des plans d'intérieur du bus. Ah, notre comédien dit, voilà, regarde, c'est la Grande Muraille, c'est la Grande Muraille. Et on arrive sur un plan, on va s'arrêter dessus, comme ça nous permet de... Voilà, on voit en effet un relief, une ancienne tour de la Grande Muraille, mais on n'en voit plus vraiment d'autres. On voit une route voilà, où j'ai un premier bus qui part ici, un deuxième et un troisième. Les 3 bus sont là, bon, pour montrer justement que les bus se séparent. Donc ça c'est toute la séquence, dans toute cette séquence, le générique défile. Enfin défile, le générique, les producteurs, les chefs de poste sont inscrits. Ça, a priori, quand on les tourne, on se dit qu'il n'y a pas de trucage, toute cette série, mais on verra après qu'il y en a un petit peu quand même. Voilà, on continue à voir nos bus. Alors là, c'est pareil, j'en ai toujours que 3, mais on aimerait sans doute en voir plus. Voilà, et là, on est dans la partie où il ne reste plus qu'un bus, volontairement.
c'est le dernier bus, celui où se trouvent nos héros, et qui va arriver dans le dernier petit village au bout de la route. Voilà, et donc là, en quelques plans, le film nous a amené de la ville, de Pékin, jusque voilà, à la Mongolie, avec les gens à cheval. Voilà, et comme on a ouvert la séquence avec un plan de grue, on va le finir avec un plan de grue. Voilà, là, on découvre un village. Ah, pardon. On découvre un village. Voilà. Donc, c'est à partir de ce moment, peut-être allumer. À partir de ce moment, voilà, moi j'ai ce montage là, et je commence à travailler dessus. C'est relativement précis pour imaginer qu'est-ce qu'on a comme effet. Donc le plan principal, celui qui posait, tous les plans truqués dans le film, dans la séquence, ne sont pas très compliqués. Il n'y a que le premier plan qui est complexe. Donc je vais avec ce plan-là dans une société qui a été choisie pour faire cette séquence. Une société qui s'appelle Pixomondo, qui est installée, c'est une société allemande au départ. Ils sont installés en plusieurs endroits du monde, y compris à Pékin. Donc je vais chez eux. Donc eux, ils ont commencé déjà la modélisation des bus. Et ils ont regardé tous les rushs, c'est-à-dire que là, je vous ai montré que ce qui a été monté, mais je vous ai dit, j'ai tourné des éléments de personnages, de bus séparément. Et à partir de ça, ils ont fait une première maquette de trucage, très sommaire, que je n'ai malheureusement plus ici, ou alors perdu dans les confins de l'ordinateur. Donc on montre à Jean-Jacques Hano, qui, vous allez voir, le plan est beaucoup moins frontal que le test qu'on avait fait. Jean-Jacques aime bien. On se pose la question, est-ce que les bus ils doivent être très alignés comme on l'avait mis dans la petite maquette de départ, le petit layout? Est-ce qu'ils doivent être un petit peu plus bordéliques? Comme on est en Chine depuis longtemps et que parfois la Chine est un petit peu désordonnée, on part sur une version plutôt désordonnée. Donc on arrive au point de discussion sur le haut-parleur qui était très joli dans le storyboard, ce haut-parleur rond qui fermait l'image. Ça marchait avec un haut-parleur rond, avec un haut-parleur comme ça, pour une image comme ça ne marche plus vraiment. Donc on décide de laisser tomber cette histoire de haut-parleur. Et en fait, en fait, la suite, après, tout ça se passe en 3 semaines à partir du montage, ça va très vite. Après, par contre, pour arriver au plan fini qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu plus laborieux. Alors, là, donc, je reprends la séquence qu'on a vue. Voilà, et donc là, hop, pardon. Pour voir la séquence intégrée. Voilà. Voilà, on retrouve nos séquences avec les bus. Là, vous voyez qu'on a replacé des reliefs de la Grande Muraille un petit peu partout, qu'on a rajouté beaucoup de bus. On a dégagé cet espace parce qu'on ne voyait pas les bus partir. Ici, on a rajouté une cheminée parce que c'est une ville industrielle et Jean-Jacques souhaitait une cheminée. Oui, qu'on a rajouté également ici. Et pendant tout le long, on a le générique qui défile. Ici, on a également rajouté des bus. On voit des bus qui s'éloignent. On a rajouté, c'est pas très clair sur ce projecteur, mais on a rajouté la ville au fond avec des fumées, qui est une première indication de, voilà, on les aperçoit là, première indication de l'esprit du film sur la pollution de la Chine
à cette époque. Voilà, donc on retrouve tous nos plans et on va arriver dans le petit village. Voilà. Petit village où on a rajouté quelques éléments, on a rajouté des yourtes ici, on a rajouté un bout de troupeau, je ne sais plus lequel est vrai, lequel est le faux, enfin voilà, on a rajouté des choses pour lui donner un petit peu plus de vie. Voilà. Alors les éléments que je vous montre ne sont pas du tout les éléments finalisés, étalonnés, c'est pas la vraie musique, enfin voilà, c'était des éléments de travail à une époque. On peut, ah oui, attendez, je peux vous montrer un petit truc. Là, donc ils ont quitté le village. Et si vous regardez bien, vous voyez le bus ici qui repart, voilà, qui est un bus rajouté en 3D, parce qu'on ne l'avait pas sur le tournage. Mais voilà, pour dire, voilà, c'était le bout de la route, lui, le bus, il les a laissés, et eux vont se retrouver dans un univers totalement différent. Voilà. Enfin, voilà. Et là, on les a amenés en 2 minutes et demie. Voilà, on les a amenés à l'endroit où va se passer, dans le décor où va se passer le film. On est parti de la ville et on les a amenés là-bas. Quand on regarde une image comme ça, il y a plein de trucages aussi qu'on ne voit pas. Ce troupeau, il n'était pas là. Ça non plus. Là, il y a des fumées qui sortent. Il y a des choses qui ont été gommées. Je ne sais plus où. Enfin voilà, il y avait des maisons un peu plus loin qui ont été gommées. Voilà. Donc ce plan-là est aussi truqué, même si c'est un trucage facile. Alors, donc voilà, ça c'était donc la première séquence dont je voulais vous parler, qui est une séquence où il n'y a pas d'animaux volontairement. C'était une séquence pour recréer cet univers, une époque et un endroit différent de ce qu'on connaît. La deuxième séquence dont je voudrais parler, c'est une séquence qu'on a appelée la séquence du blizzard, qui est une séquence assez complexe. Moi, je me rappelle avoir lu, en 2012, j'allais à Pékin, dans l'avion, je lisais le roman, et il y a une scène voilà, où un troupeau une meute de loups attaque un troupeau de chevaux, va les pousser vers un lac où les chevaux vont casser la glace, mourir dans le lac, enfin bon, c'est affreux, les chevaux piétinent les loups éventrent les chevaux. Enfin, c'est une séquence, waouh, c'est très impressionnante à lire. Et surtout, je me disais, mais comment on va faire ça? Mais c'est quand même pas facile. J'en ai parlé avec Jean-Jacques Hano, qui était très confiant à l'époque. Il disait, non, c'est bon, j'ai des idées, tout va très bien se passer. Bon, après, il a avoué, là, il n'y a pas très longtemps, qu'il n'avait pas dormi pendant quelques semaines à cause de cette séquence, parce que c'est pas simple de rendre cette atmosphère. Donc celle-là, elle a été préparée très très en amont, parce que là, il faut vraiment faire fabriquer des choses. Et donc on a commencé, comme d'habitude, à faire un storyboard. Le storyboard, je ne vais pas vous le montrer en entier, parce qu'il est... Bon, autrement, on va y passer la nuit. C'est simplement que là, on a commencé à travailler avec des éléments, genre en disant, voilà, toutes les fois on mettra un point bleu, il faudra c'est du fond bleu. Il y a du tournage en jour, du tournage à tel endroit qui est un endroit spécifique. Ça, ce sera tourné à la base des loups, donc dans un endroit qu'on maîtrise, qui est entouré de grilles, voilà, on peut lâcher les loups plus facilement. Il y a des vrais animaux, il y a des dummies, donc des faux animaux fabriqués. Voilà. Et là, on a à nouveau voilà, on a un storyboard, des plans, et on a des petites références à côté qui nous servent, avec le premier assistant, à préparer ce genre de séquence qui est quand même assez complexe. En parallèle de ça, donc là, on se dit, de toute façon, là, il va falloir des animaux en images de synthèse.
Les animaux en image de synthèse, c'est encore un truc compliqué à faire. Hein. C'est pas parce que Life of Pi existe que toutes les boîtes savent faire un animal hyper réaliste qui va marcher. J'ai fait le tour des sociétés pékinoises d'images de synthèse. Voilà. C'était un petit peu compliqué. Certaines d'entre elles avaient des animaux dans leur bande démo, mais ce n'était pas très convaincant, en tout cas pas assez réaliste pour ce film. Mais on s'est dit qu'on allait pouvoir y arriver sans doute. C'est vrai qu'on a fait, par rapport aux animaux, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Je me souviens avec Marc, il y a quelques années, on voulait faire des animaux à poil. C'était beaucoup de nuits de sommeil perdues parce que faire le poil était compliqué. Aujourd'hui, le poil, on s'en sort. Mais ce qui reste très compliqué sur les animaux hyper réalistes, et surtout les animaux existants, c'est-à-dire un dragon est plus simple à faire qu'un chien. Parce qu'un le chien, on en a tous vu. Un loup, même si on n'en a pas vu en vrai, on en a vu, on a vu des films, on a vu des documentaires. Et donc, c'est l'animation qui pose le plus de problèmes. C'est-à-dire que trouver un animateur cartoon, un très bon animateur cartoon, est beaucoup plus simple que de trouver un très bon animateur hyper réaliste. Vraiment. C'est ces espèces de mini-détails. Quand on regarde un loup, quand on le regarde pendant un petit moment, on se rend compte que ses oreilles bougent en permanence, que lui bouge en permanence, que ses muscles, il est en permanence en tension, ses nerfs, ses muscles. Arriver à rendre toutes ces micro-animations, c'est vraiment compliqué et c'est pas du tout simple de trouver un graphiste qui sait le faire. En plus, nous, on rendait la chose difficile puisque presque tous nos animaux étaient réels et donc mettre un faux au milieu de tout ça, c'est prendre un très très gros risque. Bon, déjà, on a commencé par faire fabriquer plein de faux animaux. Je vais en montrer quelques-uns. Voilà, on a fait fabriquer. Alors voilà, par exemple, ici, c'est un. Alors ici, à quoi il sert ce loup? Il sert à être filmé comme ça. C'est-à-dire, on ne voit que l'arrière du loup. Il peut être animé. C'est pour des plans très brefs. Mais c'est pour d'ailleurs un plan. Ce truc-là, il est fait pour un plan. Il a été utilisé pour un seul plan du film. On a des faux loups, comme ça qui peuvent nous servir à certains. On a des loups qu'on appelle chaussettes où là, on peut faire une morsure. C'est-à-dire que voilà, on est sur un plan beaucoup plus serré que ça. Et le loup va, par exemple, on a un agneau qui est saisi par un moment par un loup. C'est pareil, c'est le faux loup avec un pauvre agneau qui n'est pas blessé, hein, je vous rassure. Il est... Là, Ici, par exemple, c'est un plan où on avait installé des faux loups, des loups qui regardent une scène qui se passe. Voilà, on avait installé des faux loups. Ça marchait plutôt bien, c'était dans le vent. Il y avait du vent qui agitait les poils. Les loups étaient même avec une petite instabilité. Ça aurait pu marcher comme ça. Au final, on les a enlevés, on les a changés par des loups CG, mais ça aurait pu marcher comme ça. En mettant un peu de poussière devant et tout ça, ça pouvait fonctionner. Après, on avait un petit peu de temps et on est perfectionniste, donc on voulait aller jusqu'au bout. Voilà, des fois on les amenait sur le tournage dans leur petite robe. Alors ça, là c'est un faux comédien. Là, il s'agit du dresseur, Andrew Simpson, qui... Vous le verrez peut-être plus tard, il n'a pas du tout les cheveux comme ça. Là, on lui a mis une perruque et sur des plans larges, il est habillé comme le comédien et sur des plans larges, il fait office de comédien, une doublure. Il détestait avoir cette perruque d'ailleurs. Voilà, là on voit par exemple, voilà, ici c'est une scène où il y a un mouton mort. En fait, c'est un mouton qui a été piégé par les humains et la louve va essayer d'attirer le mouton et va avoir un petit problème. On voit notre premier assistant chinois à la main qui... Voilà, la caméra. Donc là, vous imaginez bien que ce qu'on filme, c'est ça. Voilà, on ne remplace pas l'assistant chinois par un loup en image de synthèse entier.
Bon, après, en voyant les sociétés, je vais vous montrer un seul. J'avais demandé des tests de loups aux sociétés chinoises. Et il y a une société qui m'a rendu ça. Alors, là encore, c'est des débuts de test, donc vous allez voir, c'est pas parfait. Alors, bon, ça, vous connaissez ça par cœur. Voilà. Tout d'un coup, je me disais en voyant ça, ah, finalement, voilà, ils vont sans doute y arriver. Peut-être qu'on va pas faire trop de plans avec des loups en images de synthèse de jour, très proches et tout ça, mais je sais que pour des plans moyens, pour des plans de nuit, on va pouvoir avoir des animaux en images de synthèse qui marchent. Alors, après, il y a un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le film était censé... Enfin, la séquence se passe pendant un blizzard. Alors, un blizzard, pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, c'est un peu difficile à imaginer. Et on a eu beaucoup de chance. En fait, le premier repérage, on est tombé dans un blizzard. C'est mal filmé, mais c'est filmé depuis la voiture. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est un truc où la visibilité diminue pendant quelques kilomètres, on est balayé par la neige tombe horizontalement. Et donc cet élément a servi de référence, au travail sur le blizzard qui a été fait par la société d'effets visuels. Donc, et on est revenu au storyboard en rajoutant un élément supplémentaire qui était un degré d'épaisseur de blizzard. C'est-à-dire que, comme vous allez le voir sur la séquence tout à l'heure, la séquence démarre par l'arrivée de gros nuages, mais il neigeote à peine. Et puis la séquence, elle va vers le cœur du blizzard avant d'en ressortir doucement. Donc on travaillait comme ça chaque plan en se disant quel quelle profondeur de visibilité on a, quel degré de neige on a, quelle vitesse de neige. Et en fait, ça servait à répondre à une question importante, c'est est-ce qu'on tourne en vrai, est-ce qu'on doit utiliser de la vraie neige ou pas? Je parle de vraie neige avec des canons à neige, parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire que quand vous utilisez un truc en vrai, c'est génial, c'est plus vrai, le comédien il s'en prend, on sent qu'il s'en prend, il s'en prend dans les yeux, ça le fait jouer. Quand il n'y a pas de neige, il joue moins naturellement, bien sûr. Le problème, c'est que quand il y en a, si on doit l'enlever ou la diminuer, ou dans notre cas, si on doit, parce qu'on tournait cette partie-là en 2D, mais ça devait être converti en 3D. Donc ça voulait dire qu'après, les gars, ils allaient rotoscoper tous les flocons de neige, un par un, image par image, pour les mettre en avant, plus ou moins en avant. Donc c'était une vraie question, c'était est-ce qu'on tourne avec de la neige ou sans neige? Et en fait, à partir de ce découpage de la séquence et du degré de neige, on s'est donné une espèce de limite en dessous de laquelle on tournait sans neige et on rajoutait en post-production. Et à partir du moment où on est dans le cœur du blizzard, on tournait avec de la neige. Donc on avait des gros canons à neige qui balançaient. Vous allez voir ça, j'ai quelques images. Il y avait une autre complexité encore plus grande, c'était Jean-Jacques voulait des plans, des travelling. Il voulait vraiment des travelling qui suivaient les chevaux qui galopaient avec les loups. Vraiment un sandwich de chevaux, loups, chevaux, ou loups, enfin, qu'on sente réellement cette proximité. Alors, on peut faire ça avec du compositing, mais c'est pas si simple. Et en plus, malheureusement, nos loups n'avaient pas été entraînés pour courir sur des tapis roulants. Parce qu'autrement, après, on filme les chevaux en courant, on filme un loup qui court sur tapis roulant. Donc ça veut dire que notre caméra est fixe, tout est glingué. Et après, on peut replacer notre loup au milieu des chevaux, même si c'est jamais si simple. Donc là, on s'est dit, bon, on va faire... moi, je ne vois pas d'autre solution que de faire du loup image de synthèse ou du cheval image de synthèse en fonction des plans. Et puis en discutant avec le dresseur de loup, il nous a proposé une solution qui était très très bien, c'est-à-dire on a fait une piste de 300 mètres droite, et on a fait des lignes séparées par
toute petite ligne électrique à cette hauteur, ligne électrique comme il y a dans les champs pour empêcher les animaux de s'approcher. Donc les loups connaissent ça, ils savent qu'il ne faut pas s'en approcher, les chevaux aussi. Donc en fait, on faisait courir des chevaux, des loups, côte à côte. Ils étaient à 2 mètres l'un de l'autre, mais ils n'osaient pas aller l'un sur l'autre parce qu'il y a cette ligne au milieu. Alors c'est très efficace, quand il nous a proposé ça, on a fait un essai, et c'est très efficace parce que les chevaux ont peur, et on sent vraiment la peur des chevaux, et les loups ont faim, et on sent vraiment la faim des loups. Donc c'est un truc, visuellement, si on avait tourné en 2 parties, si on avait tourné des chevaux d'un côté, des loups de l'autre, on n'aurait jamais obtenu ces espèces de petits éclats de peur qu'on a parfois dans les yeux des chevaux. Enfin, et ça, c'est vachement intéressant. Il y avait une autre raison pour laquelle on a adoré cette solution-là, c'est qu'en fait, quand on commence à faire des animaux en synthèse, c'est un très long process. Donc au début, on a des animaux qui font un peu ploum-ploum. Enfin voilà, c'est pas terrible dans l'animation, c'est pas terrible dans le rendu. Et pendant très longtemps, au montage, le réalisateur, il se trouve face à un loup qui court comme un bonnet, ou face à un cheval qui a des poils bizarres. Donc lui, ça le met mal à l'aise, il ne peut pas beaucoup montrer le film à ses producteurs, il ne peut pas beaucoup montrer le film à d'éventuels acheteurs, enfin, donc il est très embêté. Quand on a tourné avec des vraies images, ok, il y a un petit fil électrique au milieu qu'il faudra enlever, le petit fil électrique, personne ne le voit. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est les animaux et leurs expressions. Alors, on a fait, juste pour vous montrer quelques vidéos pendant le tournage. On n'avait pas forcément beaucoup de temps pour faire des... Mais il y a des choses assez marrantes. Voilà, donc là, c'était une journée où il faisait très beau, très froid. Voilà, les canons à neige, on avait des chevaux morts que vous pouvez imaginer, et des loups morts qui sont faux, bien entendu. On avait fait fabriquer des cadavres de chevaux éventrés, des cadavres de loups. Je sais plus, il y en a un où il court, je crois. Mais... Ah, celui-là est intéressant, oui. Pardon. Donc ici, c'est pour une séquence qu'on verra dans le montage tout à l'heure, où des loups encerclent un cavalier sur son cheval. Alors là, bien sûr, hors de question de mettre, même avec une ligne de vie, le cavalier au milieu. Donc là, c'est le dresseur qui est habillé en bleu et qui excite ses loups. Alors ça, il va faire ça pendant 20 minutes, 25 minutes. On va filmer des kilomètres de rush dans lesquels on va aller piquer des moments d'agressivité, des sauts, des choses comme ça. Donc, après, on va redécouper. On ne va jamais utiliser un élément, tous les loups ensemble, parce qu'ils ne seront jamais tous bons en même temps. Donc on va dire, tiens, ah oui, celui-là, il est bien, celui-là, il est pas mal. Un peu plus loin dans la prise, c'est ceux-là qui sont bien. Voilà, et c'est du découpage et de la reconstruction permanente, en fait. Je crois que j'en ai un aussi sur les courses, mais... Là, c'était on lâchait les chevaux. Non, là, c'était, non, je sais pas, les chevaux s'amusaient. Donc on a, je ne sais pas si vous regardez, on a des types en bleu aussi, puisqu'en fait, le troupeau est censé ne pas avoir au départ de cavaliers autour. Néanmoins, pour diriger un troupeau, il fallait quand même quelqu'un. Donc on a un schtroumpf monté sur cheval qu'il fallait effacer après coup. Bon, en fait, on a tourné 15 jours, ce truc. C'est des kilomètres et des kilomètres de rush, 5 caméras. Voilà, le monteur, il passe des jours et des jours à regarder des rushs, à essayer de se rappeler d'un regard, d'un mouvement, d'une action pour travailler son montage dans lequel il va prendre toute petite partie de ce qu'on a tourné. Alors non, ça on n'a pas tourné en relief, ça. Ils avaient essayé, mais à l'époque, ils montaient des optiques différentes sur chaque caméra, c'était donc un peu compliqué. Et pendant tout ce temps de montage, en fait, Jean-Jacques était très présent, bien entendu, au montage, mais moi, j'étais aussi très présent pour qu'on discute avec le monteur, de savoir si parfois il y a des choses qui ne sont pas possibles. Aller recréer un loup qui est à moitié caché,
c'est possible si on veut, mais il y a un moment donné où ça finit par être beaucoup d'efforts pour parfois un plan de 1 seconde. Donc on discutait sur la justesse des plans par rapport aux effets visuels qu'on aurait à faire. Et donc on a comme ça fait beaucoup d'allers-retours. De toute façon, cette scène, elle s'est montée. Alors ça n'a pas pris 1 semaine, ça a pris plusieurs mois avant qu'on arrive à quelque chose où on dit tiens, il y a un vrai rythme, ça marche, il y a de l'émotion, il y a du suspense. À un moment, les loups prennent le dessus, après les chevaux reprennent le dessus, puis les chevaux arrivent dans le piège. Voilà, qu'on raconte toute cette histoire-là. Donc on a fabriqué des loups et des chevaux en images de synthèse, essentiellement pour, on va voir le QuickTime là, pour les plans, je vais vous le lancer en parlant. Pour les... Ah oui, alors le truc c'est que c'est une séquence assez longue, on ne va pas regarder toute la séquence peut-être parce que ça va nous emmener... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excusez-moi, ça c'est un outil bizarre qui s'ouvre. Je vais ouvrir avec un vrai truc. Voilà. Alors là, c'est des choses. La qualité, en plus, c'est pas très bonne. Bon. Voilà, là, on est. Oui, la qualité n'est pas très bonne. Peut-être pousser un peu. Voilà, au début de la séquence, on a 2 cavaliers. Alors, au tout début, je ne vous ai pas montré le tout début. Voilà, les cavaliers voient arriver le blizzard. Mais voilà, ils partent séparément et après, ils sont perdus. Ils finissent par se retrouver. Donc tout ça, on tournait avec de la vraie neige. On la voit plus ou moins là sur ces images parce que c'est pas très... Et là, les comédiens, ils ont intérêt à être bons cavaliers parce qu'il fait froid, il y a des gros canons à neige qui soufflent dans tous les sens autour. Les chevaux sont excités. Bon là, voilà, le premier chevaux du troupeau arrive. Vous avez vu, il avait un harnachement, des rênes bleues, parce qu'en effet, comme c'est les chevaux, ils sont censés ne pas avoir de rênes, ils sont en liberté, mais il fallait quand même que le type le tienne pour les faire cabrer. Donc on avait des rênes bleues qu'on effaçait gentiment à la fin. Et là, donc, la course commence, le type se dit qu'est-ce qui arrive, et on commence à voir des loups. Voilà, et là on voit des loups entre les pattes des chevaux, et voilà. Et on a des plans aériens, donc on va fabriquer surtout des faux loups et des faux chevaux pour ces plans aériens. Ces plans aériens, parce que alors là on ne pouvait pas mettre les loups et les chevaux ensemble, et on n'arrivait pas toujours à avoir assez de chevaux, donc on a rajouté, on a parfois grossi le troupeau quand c'était nécessaire. Voilà, donc là, bon, la qualité est quand même vraiment un peu sommaire. On va peut-être, on regardera le produit final, ça sera plus pratique. Enfin, en tout cas, voilà, pendant plusieurs semaines, on travaille avec, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on travaille avec ce genre d'images et on améliore les images. Et tout d'un coup, on décide, Jean-Jacques revoit la séquence et dit ça serait bien qu'un loup arrive par la gauche, ça serait bien que... Voilà, bon, et on change un plan. Enfin, là, c'est vraiment du Lego, ça, jusqu'à arriver à trouver un équilibre. C'était un peu compliqué pour la société qui a fait les effets visuels, c'était beaucoup de plans, c'était 200 et quelques plans, cette séquence. Et il y a eu pas mal de changements, donc à chaque fois où on changeait un truc, il fallait déjà changer le niveau de blizzard. Donc c'était parfois assez désespérant pour eux. Alors, ils ont été, chez VHQ, ils ont été jusqu'à, je pense, 80 personnes. En fait, il n'y a pas tant de CG que ça. Donc en fait, ils ont des flames. Par contre, ils ont 15 flames, je crois. Et ils ont fait beaucoup de travail sur des machines assez rapides, assez idéales pour la 3D, pour la 2D, pardon, ou pour aller découper des trucs. Mais il y avait beaucoup de rotoscopeurs qui allaient découper des loups, qui donnaient les loups aux flames pour essayer de mettre tout ça ensemble. Voilà, la totalité de la post-prod, la post-prod a démarré en janvier, elle s'est finie, on va dire le gros de la post-prod s'est fini en fin juin, début juillet. Donc ça a été, au plus fort du truc, il y avait 400 personnes à peu près dans les 7 studios. Voilà, c'était... mais voilà, en tout cas, ils ont vraiment
très bien bossé là, sur cette séquence-là. Donc, voilà, là on va voir je ne sais pas si on va le voir en entier parce que ça risque d'être un peu long. Donc c'est la séquence, complète. Le début de la séquence, les nuages arrivent. Voilà, donc tout ça, ce sont des nuages rajoutés. Là, on avait des gros canons à air pour souffler. Là, la neige est rajoutée, je crois. Je ne sais plus. Oui, la neige est rajoutée ici, forcément. Donc, alors là encore, c'était une version de travail. Et les sauts de lumière que vous voyez, c'est parce qu'au montage, dans cette version-là, le monteur a rajouté 3 images par-ci, 3 images par-là. Ce qui est un truc parfois très pénible pour les VFX. Donc là, on a nos 2 cavaliers qui partent séparément, qui vont se retrouver. Donc ça, c'est une peau de loup qui est suspendue sur la tente du chef. Donc là, on a un travail sur les loups pour jaunir légèrement leurs yeux, pour les rendre un peu plus agressifs. Là, on a notre petit loup. Donc là, le cavalier a été rajouté ici. Là, il a été rajouté. C'était un peu sommaire. Je pense qu'il y a 6-7 images, mais c'est beaucoup mieux fait. Ça, c'est un décor vrai. C'est une vraie. On a juste rajouté les 2 cavaliers qui passent au milieu. Les éclairs aussi étaient vrais. On n'a même pas eu à rajouter l'éclair. Non, il y a parfois des cieux très très jolis. Voilà, ça c'était une partie. Je l'ai volontairement coupé parce que c'est trop long autrement à regarder. Donc là, on revient à la séquence qu'on a vue tout à l'heure, enfin qu'on avait aperçue tout à l'heure. Voilà, par exemple ici la lampe qu'on aperçoit au fond a été rajoutée parce que c'était pas très clair. En fait, les types, ils essaient de se retrouver en agitant leur lampe vers le haut pour faire des faisceaux qu'on repère. On va zapper un petit peu la conversation et on va passer à la poursuite. Voilà. Voilà, donc ça, ces trucs-là, il y a parfois des loups qui sont rajoutés en compo devant, parfois c'est des vrais. Voilà, ça c'est des vrais, ça a été tourné ensemble, avec un quad qui suivait le galop. Voilà, donc là, ici c'est assez intéressant. Bon, bien entendu, les loups sont faux, mais une partie des chevaux sont faux aussi, parce que ce qu'on voulait décrire, c'est que les chevaux, ils encerclent les loups, ils essaient d'encercler les loups comme ça, entre eux, pour les piétiner, en fait. Voilà, c'est leur manière de se défendre. Et ça, pour le montrer, c'est un peu compliqué. On n'a jamais arrivé à avoir un encerclement de chevaux, donc on a rajouté, je pense qu'une partie de ces chevaux, je ne sais plus lesquels sont faux, lesquels sont vrais. Hein. Une partie de ces chevaux-là sont faux, soit d'une autre prise, soit en image de synthèse. Et on voit les... voilà, on voit les loups se faire... voilà, un loup se faire toucher... Donc ça, voilà, ça c'est des faux loups. Il y a un plan que j'aime beaucoup, je pense que c'est des... Voilà, donc ça, bien sûr, c'est des faux aussi. Alors ça c'est très amusant. Le loup qui a l'air blessé et qui se traîne par terre, en fait, c'est juste parce que le dresseur, il met de la poudre de chocolat par terre. Et le loup se roulait dedans, mais vraiment... Et les chevaux qu'on a vus passer... Alors ça, c'est des... Voilà, chacun a ses petits trucs. Ce loup-là, il adorait se rouler dans le chocolat.
Et par contre, de chevaux qui passent autour, puisque là c'est un vrai loup vivant et tout ça, sont fausses et sont rajoutées en post-production. Voilà, là c'est un faux loup avec une fausse queue de cheval, là c'est... voilà. Là, le cheval qui tombe, c'est un vrai. Voilà, mais pour faire une séquence, alors c'est pareil, là c'est les hommes attrapent avec leur lasso, le lasso mongol attrape les loups et les étrangle. Pendant ce temps-là, notre ami est avec son petit loup. On va aller un petit peu plus loin. Tiens, prends ça. Voilà, c'était... Ah oui, voilà. Ça c'était... Vous vous rappelez tout à l'heure des loups sur le fond bleu? Et ben c'est... Les loups sur fond bleu, voilà, on les a récupérés d'ici. Il y en a des faux aussi, ici. Et tiens, prends ça. Voilà, tous ceux qui boitent et tout ça sont des loups en CG. Et puis on commence à arriver à la fin du film, donc les loups continuent à pousser le troupeau. Lui essaie de les rattraper. Et puis voilà. Le troupeau surgit là-haut. On a vu ce lac avant, donc on sent qu'il va se passer des trucs pas cool. Voilà, et là, on a donc nos chevaux qui arrivent vers le lac et on sent la glace qui cède. Alors ça, c'est décrit dans le livre, mais Jean-Jacques ne voulait pas le montrer les chevaux encore vivants dans le lac parce que c'est un peu trop gore. Voilà. Alors là aussi, tous les loups sont... Il n'y en a aucun qui sont arrivés au même moment, donc voilà, c'est des petits morceaux de loup qu'on prend, qu'on rajoute. Et typiquement, là, il y a un effet spécial qui est tout au long du film. Le chef des loups, il a une espèce de marque blanche ici, et bien sûr, il n'en avait pas, donc c'était un truc qui a été refait. Et vous allez voir qu'il y a des plans où c'est un peu compliqué parfois. Voilà, donc moi, au final, honnêtement, toi qui l'as vu, c'est quand même une séquence, je crois, qui impressionne. En plus, elle se rouvre le lendemain matin sur le lac avec les chevaux qui sont qui se sont noyés, qui sont encore sortis du lac, qui sont gelés. Enfin, c'est une séquence assez impressionnante. Mais une séquence comme ça, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est plusieurs mois de préparation. C'est des gens qui fabriquent des éléments de tous les côtés. C'est 15 jours de tournage quasiment, et c'est plusieurs mois de post-production pour que ça fonctionne. C'est une séquence chère, oui. Mais c'est une séquence chère, mais voilà, ça fait partie, c'est des séquences qui vont crescendo. C'est une des séquences fortes du film qui bascule à un moment donné. Voilà, ça vaut le coup, quand on a les moyens. Bon, on a vu jusqu'à maintenant, donc on a vu là les animaux en images de synthèse, mais on les a vus en effet la plupart du temps, ils sont assez loin, c'est un peu la nuit, voilà, bon. On va parler d'autres animaux en images de synthèse, parce que voilà, moi j'essayais d'éviter au maximum les animaux en images de synthèse, par souci de réalisme, par souci de coût. Et en fait, ce que je faisais souvent une fois par mois, je passais 1 ou 2 journées à la base des loups avec un fond bleu et on faisait des actions de loups qui nous manquaient. Par exemple, on a besoin d'un loup qui avance doucement comme ça. Bon,
Ok, on va essayer de l'avoir dans un décor, fond bleu, pour pouvoir le remettre dans une image. On a fait, alors bon, j'avais, en gros, pardon, quelques images, c'est pas, voilà, on a un faux caillou qui va nous servir à aller replacer justement ce loup dans son décor. Ça c'est donc Andrew qui, nous avons un tout petit loup aussi, parce qu'à un moment donné, Jean-Jacques voulait avoir un plan de loup qui se débarrasse des petits loups en les jetant, et il voulait avoir un plan de loup qui tournicote. Acheter des loups. Acheter des loups, oui. Voilà. Donc en fait, la plupart du temps, on tourne ces éléments sur fond bleu le plus plein cadre possible. Après, on les replace, on les change, on les rééclaire et on les replace dans l'image. On verra ça tout à l'heure sur quelques séquences. Il y avait des moments très amusants aussi. En fait, on avait besoin, à plusieurs reprises dans le film, des loups qui hurlent, ce qu'on appelle hurler à la lune, là, donc qui lèvent la tête et qui font le... Mais ça, c'est un truc un peu bizarre parce que c'est quelque chose qu'ils font le matin pour se dire bonjour. Donc ils avaient toujours du mal à comprendre qu'on leur demande à midi de redire bonjour. Donc on avait Andrew et toute son équipe qui faisaient pour essayer de pousser le loup à faire pareil. On a eu des grands moments de rigolade. Et après, donc, on est arrivé sur donc là, des loups, on en avait des vrais, des faux, les chevaux, on en avait des vrais, des faux. Et on est arrivé sur un animal où on n'avait pas de vrais. C'était les gazelles. Il y a plusieurs séquences avec des gazelles. C'est une race de gazelle, qui s'appelle la gazelle à goitre, voilà, qui n'existe plus en Chine depuis longtemps, qui existe encore en République de Mongolie, mais plus en Mongolie chinoise. On a d'abord eu un premier problème, c'était de se mettre d'accord sur quel type. Parce que la gazelle à goitre, c'est le, je ne sais plus comment on appelle ça en zoologie, c'est le nom générique, et puis après dessous, il y a 50 sous-espèces, et qui ne se ressemblent pas du tout. Elles ont juste en effet un goitre, une espèce de petit truc comme ça, et le cul blanc. Voilà, c'est les seules choses qui les... Donc on a beaucoup discuté sur quelle version faire. Donc on avait... là encore, hein, on a toujours des références. Excusez-moi, pourquoi il fait ça en deux fois, voilà. Voilà, donc ça c'est soi-disant une des versions. Ça c'est une version qui vient de, je ne sais plus. Ah, ça c'est le parc de Qinghai, c'est un troupeau qui est dans un parc naturel en Chine. Ça, je ne sais pas. Voilà, c'est aussi des positions, on a eu pas mal de vidéos aussi, parce que c'est vrai que ces gazelles, ça saute, c'est assez agile, c'est une manière de courir un peu bizarre. On en a tué 2 ou 3 pour pouvoir les étudier de plus près. Voilà, donc comme on voit, ils ont tous le cul blanc en fait. Ça c'est au zoo de Pékin, où ils ont voilà, une espèce. Oui, parfois, certains ont un museau comme ça, très trapu, très carré, mais pas toutes, quoi. Celle-là est à Helsinki. Voilà. Donc alors là, c'est typiquement quelque chose où on s'est dit, il faut plusieurs plans de bataille. Il faut plusieurs plans de bataille en fonction, comme d'habitude, d'un storyboard et d'un storyboard à noter. Alors, par exemple, on se dit, voilà, un gros plan de gazelle comme ça, même si, moi je ne veux pas le faire en image de synthèse. C'est trop compliqué à faire. C'est trop cher, trop compliqué, ça ne marchera jamais. Ça, je préfère aller dans un zoo où on a une gazelle comme ça, la filmer dans son décor, avec derrière, c'est pas la bonne herbe, c'est pas rotoscoper et la remettre dans un autre décor, parce que ce sera beaucoup plus efficace. Ici, voilà, j'ai des commentaires en fait que j'avais mis pour que le reste de l'équipe sache ce qu'on tournait, comment. Voilà, celle-là, on se dit, celle-là, je la filme en vrai quelque part. Celles de derrière, elles seront fausses, vraies. On va voir, il y a d'autres solutions encore. Je ne sais pas. Et donc, après, on a des plans larges comme ça où il y a beaucoup de gazelles qui ont des actions spécifiques. Là encore, je ne vais pas passer le truc en entier parce que ce serait un peu trop long. Donc, la première chose,
voilà, on fait comme d'habitude, la première chose, on fait des fosses. Alors quand on fait des fosses, c'est un peu ridicule, c'est du plastoc, voilà. En même temps, ces fausses gazelles, voilà, on les avait toujours avec nous, on les amenait sur le plateau. Voilà. Ces fausses gazelles, elles nous étaient vachement utiles déjà dans certains plans larges pour cadrer. Parce que quand un cadreur, on lui dit, voilà, mais la taille de la gazelle, c'est quoi? Donc on a envoyé poser 2-3 gazelles pour avoir une idée de la taille que ça représentait. Et puis, vous allez voir, dans certaines scènes, on les a laissées. Et bon, vous regarderez le DVD image par image, je ne suis même pas sûr que vous les trouverez. Ensuite, on a envoyé une équipe en République de Mongolie, sous prétexte de faire un documentaire sur la faune et la flore. Et le seul but était de filmer des gazelles. Il y a des troupeaux sauvages en Mongolie. Alors, on ne peut pas les approcher beaucoup, mais voilà, ils ont ramené pas mal d'images qui couvraient un peu justement ces plans très larges. Bon, vous allez voir que les images sont revenues un peu floues parce qu'il y avait un petit problème de caméra, mais on a trouvé une solution pour s'en sortir. Après, j'ai appelé les zoos aussi dans le monde qui ont ces gazelles-là, donc celui de Pékin, celui d'Helsinki, je ne sais plus où, en leur disant, est-ce qu'on pourrait aller tourner chez vous si on a besoin? Donc après, les gens ont généralement dit oui. Je parlais avec la production, parlait avec eux pour savoir combien ça coûterait. Est-ce qu'on pourrait mettre un fond bleu? Est-ce que... Voilà. Au dernier moment, j'ai eu une idée qui était de maquiller des chèvres en gazelle. Et donc en fait, on a fait un petit casting de chèvres pour avoir les plus grandes chèvres qu'on trouvait en Mongolie. On leur a coupé un peu le poil. J'ai fait venir de la peinture spéciale d'Allemagne. On les a peints avec le petit cul blanc. Ils ont souvent une différence là sur le flanc de couleur. Certaines, on leur a coupé leurs cornes et on leur a remis des cornes de gazelle. Enfin voilà. Et vous allez voir, il y en a aussi tout le long du film, il y en a dans ces séquences-là. Et la plupart du temps, on les voit pas. On les reconnaît pas comme ça. Et puis, bien entendu, et à un moment donné, on se dit, on ne va pas couper au fait d'avoir des... Alors, voilà. Les chèvres, écoute, j'en ai cherché, j'en ai pas retrouvé, mais je peux t'en montrer, il y en a sur le film. Ça, c'était les gazelles qui ont été filmées en République de Mongolie. Voilà, c'est des plans un peu flous, voilà, un peu flous. Vous allez voir, ce plan-là, par exemple, on l'a réutilisé, vous allez le voir tout à l'heure. Donc il y avait comme ça, on avait des kilomètres et des kilomètres. Un peu flou, mais on avait beaucoup. Il y a un moment, on se dit, il va falloir faire de la gazelle image de synthèse. Donc j'ai demandé à plusieurs boîtes de faire des tests. Bon, c'est pareil, c'est des premiers tests, hein, donc on n'est pas non plus dans du... Mais là, par exemple, typiquement, moi, quand je vois un test comme ça, je me dis, ouf, le rendu, c'est pas mal. J'aimais bien le truc sur les côtes, bon, il y avait un... Mais l'anime, oula. Et ils m'ont dit qu'ils ont mis leur meilleur animateur, donc c'est pas très cool. Alors là, il y en a une autre. Alors là c'est la pâte buff, tout le décor est en synthèse. La gazelle est en synthèse. Non, c'est vrai, c'est... Voilà, elle est... Bon, c'est pareil, là, c'était aussi des gazelles. Moi, je demandais volontairement de les cadrer et de les mettre plein cadre, alors que je savais qu'a priori, on ne les utiliserait jamais aussi proches que ça. Donc, il n'y avait eu pas assez de temps pour les... C'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est des gens malins qui mettent un contre-jour, donc en fait, je ne peux pas bien voir l'animation. Bon, là, à la décharge des sociétés qui ont fait ces tests-là, donc toutes ont joué le jeu vraiment très bien, elles avaient 2 semaines pour faire une modélisation, un skinning et tout ça. Donc, il y a des imperfections, c'est normal. Donc en fait, le travail, le gros du travail, ça a été au début de monter une séquence cohérente.
Le monteur est parti des images qu'avait ramené le chef opérateur chinois de République de Mongolie, donc ces images un petit peu floues. Il a pris le storyboard. En fait, donc l'histoire de la séquence, c'est on a deux humains qui observent à la jumelle un troupeau de gazelles et qui observent des loups qui sont à l'affût. Et pour montrer leur capacité tactique, parce que les loups vont attendre que les gazelles se soient goinfrées d'herbe. Ils vont se mettre à leur courir derrière sans les attaquer. Ils vont, là encore, les pousser dans un snowdrift, c'est, je ne sais plus comment dire, un énorme tas de neige, congère. Voilà. Dans une congère, les gazelles vont s'enfoncer dans la congère, elles vont mourir de froid, et ça fait le réfrigérateur des loups pendant l'hiver. L'hiver, quand ils ont faim, ils viennent piocher une gazelle congelée. C'est le picard de la gazelle. Voilà, donc le monteur, il a commencé, il a bossé aussi longtemps là-dessus, c'est un truc compliqué. Il trouvait un point de vue qui était assez intéressant, qui était celui des humains, parce qu'en même temps, il raconte la stratégie. Et en plus, ça nous permettait de mettre un effet jumelle sur les plans de gazelle et de justifier le fait qu'ils étaient un peu flous. Voilà. Une vieille jumelle un petit peu rayée, voilà, ça le faisait très bien. Après, par contre, les images de loups, on les a eues très tard, parce qu'en fait, il a fallu qu'on attende d'avoir de la neige. Donc ça fait partie dans les dernières semaines de tournage, on a eu ces éléments. Donc il y a... Là, c'est juste un tout petit élément d'une partie du tournage. Alors là, c'est typiquement, dans cette image, il y a des chèvres et des fausses gazelles, des gazelles en plastique. Bon, la gazelle en plastique, voilà, oui, ça c'est une gazelle en plastique. Celle qui bouge, c'est des chèvres, voilà, c'est simple. Et quand vous filmez dans un espace comme ça, oui, quand vous filmez dans un espace comme ça, finalement, voilà, l'œil est un peu perturbé il se passe des choses, il y en a une ou deux qui bougent. Il y en a une ou deux qui bougent, donc on ne se rend pas compte que les 6 autres ne bougent pas du tout. Et puis, celles qui bougent, on ne se rend pas vraiment compte que c'est des chèvres. Après, il suffit d'aller rajouter, vous en rajoutez une ou deux en images de synthèse là-dedans, qui font une action très spécifique qui attire l'œil, et c'est vendu. Et au lieu de faire 15 gazelles en images de synthèse derrière de l'herbe, vous en faites 2, dans les endroits où il n'y a pas d'herbe devant. Et ça peut être un vrai gain pour un plan qui marche aussi bien. Voilà, donc nous avons un premier assistant français qui peigne la gazelle et qui les place. Vous voyez comment il est habillé, il faisait un peu froid. C'était pas le pire, mais ça caillait bien. Voilà, donc à ce niveau-là, donc là, on a utilisé pour toutes ces séquences, on a utilisé les fausses gazelles, les chèvres, voilà, on mélangeait des choses. Quand on a eu tous les éléments, les hommes, les loups, et ces éléments de gazelle, on a amené tous les éléments donc, au monteur qui avait déjà une petite idée de son montage d'après storyboard et d'après stock shot. Et là, il a monté une séquence qui marchait. Alors, elle n'est pas restée telle qu'elle jusqu'au bout, mais voilà, il y avait une vraie idée, ça racontait des choses. Alors après, on se rendait compte que les plans qui étaient tournés en République de Mongolie n'avaient pas assez de neige, donc il allait falloir rajouter de la neige dessus, comme des matte painting. Et puis on disait, tiens, là il faudrait rajouter un loup, là il faudrait rajouter une gazelle, là il faudrait une action spécifique. Donc vraiment, on a avancé au plan par plan. Et on avait une sortie de montage donc, qui nous a servi à... Sortie de montage, c'était ça. Donc on travaille d'abord sur les loups. Comment ? On travaille d'abord sur les loups. Là, c'est des loups qu'on a... C'est intéressant parce que quand on lâche les loups dans un nouveau décor, en fait, les loups sont des animaux très suspicieux et ils repèrent leur terrain, donc c'était bien. Ici, voilà, c'était un des plans qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a rajouté plein de gazelles, on a même de la neige, on a changé le décor. Je pourrais... Voilà, donc là, on est sur nos...
Voilà, ça c'est peut-être un, je sais plus, je pense que c'est un plan naturel qui n'a pas été retouché. Ça commence à être un peu une vieille histoire, donc j'ai oublié un peu tous les plans. Là, bon, on a rajouté de la neige au fond. Donc voilà, on a nos loups qui attendent. Pendant ce temps-là, les gazelles broutent. C'est vrai qu'elles ont des têtes très bizarres. Voilà, donc là c'est typiquement le plan qu'on a vu tourner tout à l'heure. Là, voilà. Il y a, la majorité sont des gazelles en plastique. J'avais mes 7 ou 8 chèvres gazelles, plus on en a rajouté 2 en image de synthèse. Ça, celle qui s'assied est en image de synthèse. Et elle attire l'attention. Là, je crois qu'on a rajouté... Ah, c'est pas sur celle, mais on avait rajouté une petite queue qui bougeait. Voilà, j'ai faim. Et donc, on a la chasse qui va commencer. Alors ça, des plans comme ça, ils ont été refaits. Là, on n'est pas dans une version ultime là, du travail. Et là, on va se retrouver. Là aussi, c'est un plan, on a refait entièrement même le décor. Là, on n'a pas encore de loup dans celui-là. C'est le prochain. Voilà, là, on commence à avoir des loups qui rentrent. Là aussi, on a des loups qui entourent les gazelles. Bon, là, vous voyez, c'est vraiment un plan en line test. Et on va finir par un plan de drone. Justement, là, une grande partie du décor est refaite. Il y a des vrais loups, des faux loups. Et bien sûr, toutes les gazelles sont fausses. Pas pratique cette lumière. Alors en fait, la chose, je vais vous montrer le résultat final, la chose qui a fait très plaisir au patron de la société de trucage qui a fait ce travail, c'est que pour une fois, on ne lui a pas demandé de revenir en arrière pour faire plus images de synthèse. Parce que c'est un truc courant dans les films chinois. Si on fait un truc parfait, très, très intégré, le producteur a l'impression qu'on ne voit pas qu'il a dépensé de l'argent. Donc il demande à ce qu'on fasse un peu plus plastique. Voilà. Et pour une fois, on lui disait non, non, et Jean-Jacques poussait pour être le plus réaliste possible. Pardon, ah, je suis... Donc il y a plusieurs séquences, on verra la séquence tout à l'heure. Ça, c'est une séquence, donc les gazelles se sont enterrées dans ce snowdrift, les humains viennent en repêcher un petit peu pour eux aussi passer l'hiver. Et hop, par exemple, ici, voilà, ici c'est une gazelle, mais on avait tourné avec une chèvre en gazelle. Sur grand écran, ça marchait moyennement. On avait un doute, donc en fait, elle a été remplacée. Voilà,
Donc là, juste pour dire, cette semaine de tournage, il fait un petit -50. Donc, continuez à faire l'image de synthèse, au moins c'est au chaud la plupart du temps. Voilà, pareil, ça c'est une autre séquence avec des gazelles. Alors là, il y a au moins 2 fausses gazelles au milieu qui nous servaient à faire à avoir la taille du cadre. Voilà, et puis toutes les autres sont rajoutées. En fait, alors les fausses, bah, je ne sais pas, il faut juste en voir 2 qui ne bougent pas du tout. Ah non. Voilà, bon. C'est un petit jeu, ça peut être un petit jeu amusant. Donc là, on va reprendre la séquence qu'on avait vue. Voilà, donc là, il y a des rajouts de neige, il y a des rajouts de gazelles, bien sûr. Ça, c'est... Là, il y a des vraies, des fausses. Tout ça est mélangé. Au final, moi, même les gens qui l'ont fait, souvent, ne se rappellent plus exactement où est-ce qu'ils ont rajouté des gazelles rotoscopées sur les plans de Mongolie, des gazelles CG, une chèvre qui traînait. C'est surtout là. C'est surtout c'est ce moment-là où c'est... Hop. Donc là, on arrive à un truc assez rigolo sur ce plan. En fait, à un moment donné, Jean-Jacques dit « Ah, mais j'ai un problème avec 2 loups, je ne sais plus lequel, 2 loups en image de synthèse qui courent, l'anime n'est pas terrible. » Bon, donc je regarde, je dis « Bon, ok, on va voir ça. » Et puis on regarde, et en fait, c'est des vrais. Donc à un moment, c'est vrai que on ne sait plus bien, mais tout d'un coup, ils semblent un peu différents. Donc on se dit ah « Ouais, ils sont pas, ceux-là, ils ne marchent pas. Bah oui, mais en même temps, on ne va pas les changer, ils sont vrais. » Ah voilà, des petits paysages naturels aussi. Là, tournage sans trucage. Voilà, donc ça, bon, c'était en gros les 3. Alors, il y a eu plein d'autres plans dans ce film. Ces plans d'effacement, les trucages atmosphériques, on a rajouté beaucoup de plans, de neige qui tombe, de choses comme ça. Il y avait 2 seuls plans visibles comme des trucages dans le film, qui étaient à 2 moments du film des nuages qui prenaient une forme reconnaissable. Et ça, c'est le genre de choses, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est vite ridicule. C'est-à-dire que quand on essaie de montrer un truc comme ça, il faut que ça soit assez subtil, que les gens aient le temps de le voir sans être sûr qu'ils l'ont vu. Parce que si on insiste un peu trop, ouais, ça fait un peu too much. Ouais, ça fait un peu kitsch. Ouais, voilà. Donc c'était... bon. Ça a été assez long à mettre en place parce qu'il faut déjà décider de la forme, il faut déjà... c'est beaucoup d'essais, d'essais dans le rythme, dans le cadrage. Voilà. Au final, moi quand je les vois, je trouve que c'est plutôt pas mal. On avait un premier... on avait un premier qui est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses. C'est une séquence, donc c'est la fin d'une séquence. Notre ami a décidé de prendre un raccourci pour rentrer dans sa yourte et il passe à un endroit où il va rencontrer pour la première fois des loups.
Et dans cette séquence où il rencontre les loups, on n'a pas de loups en image de synthèse. Là, on a juste des vrais loups, plein de loups qu'on a tournés, et vous allez voir dans les plans larges qu'on a redistribués dans l'image. Voilà, donc là on a... Alors celui-là était en fond bleu, là celui-là à l'avant-plan, le compo soit encore. Et là il y en a un petit peu partout, et en effet ils ont été tournés en plusieurs moments. Les ombres, là encore c'était censé se passer dans un délai assez court qui est le pré-coucher de soleil. Donc les ombres au sol ont été refaites systématiquement sur les plans larges. Curieux étalonnage, celui-là. Voilà, ce qu'on a vu ici sur le nuage, ce n'est pas une version définitive, c'était une version maquette qui montrait un peu le rythme. Et pour moi, c'était trop lent. Et on a une version, au final, qui est techniquement mieux faite que ça, mais qui surtout reste moins longtemps. Le visage de Tenger reste moins longtemps en image. Et il y a des spectateurs qui ne sont pas sûrs de l'avoir vu, qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, sans doute. Mais je pense que c'est... Après, c'est des choix. Hein. Je pense que c'est une meilleure idée plutôt que d'insister trop dessus. Donc ça, c'est l'autre séquence. Alors là, par contre, on insiste plus dessus, puisque c'est le plan de fin, quasiment. Et là encore, il s'agit d'une maquette, en fait. Voilà, c'est un loup galopant dans le ciel. Donc là, ici, il n'a pas les pattes qui bougent, les oreilles qui bougent, mais au final, il a légèrement ça. Il a cette animation... Voilà, mais ça, c'était les deux seuls plans vraiment à trucage visible du film. Bon, on va alors, je ne sais pas, peut-être vous avez des questions sur Wolf Totem, déjà avant qu'on passe, on va dire, à la deuxième partie, qui est le marché chinois. Est-ce que quelqu'un a des... Ah oui, une question. Est-ce qu'il y a le micro? Ah, pardon, c'est moi qui ai le micro. Ah, d'accord. Si, parce qu'il a besoin. Est-ce que vous voulez lui passer? Non, mais il n'y a pas de question con. Allô? Oui. Je sais pas si ça marche. Je voulais juste savoir si, qu'est-ce qui détermine le choix d'un fond bleu ou d'un fond vert? Ah, pas du tout. Bon, en fait, c'est... Non, je suis désolé, pas du tout. C'est ce qui détermine le choix. En général, le choix d'un fond bleu et un fond vert, ça dépend ce qu'on a. Ça dépend ce qu'a la production. Voilà. C'est des couleurs que porte
Après, voilà, si vous tournez vous faites un Astérix où tous les soldats romains sont habillés en costume vert assez pétant, vous allez plutôt utiliser des fonds bleus. Après, dans l'absolu, ça dépend aussi sur quoi vous voulez recomposer. Si on veut recomposer un type dans un univers de prairie, tout comme ça, je vais plutôt avoir tendance à utiliser un fond vert. Parce que il y a des retours, il y a des choses comme ça. Après, voilà, on utilise mais la réalité fait qu'on utilise le plus souvent ce qu'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit, je voudrais des fonds verts. Dit, non, mais là, le chef électro, il n'a que des fonds bleus. Bon, bah, ok, des fonds bleus alors. Voilà. Sauf si, en effet, c'est les soldats romains habillés en vert, où là, on a un vrai choix pour demander du bleu. Bon, après, on est emmerdé parce qu'il faudrait des fonds verts pour Obélix, qui, lui, a un pantalon bleu. Mais bon, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est le budget, à peu près, voilà, des effets spéciaux par rapport au budget total du film? Du film. Alors, on parlera un petit peu de budget en Chine. C'est parfois un peu compliqué à contrôler. Le budget donné du film, c'est 45 millions de dollars, 43 millions de dollars, quelque chose comme ça. Le budget des effets spéciaux, c'est 19 divisé par 8, 16, ça fait 2,3 millions d'euros. Donc ça fait 5%, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Mais en même temps, c'est pas, voilà, c'est aussi pour ça que moi j'essaie de, par exemple, de limiter l'appel à l'image de synthèse, parce que, voilà, à un moment donné, ça coûte cher. C'est-à-dire, passer 2-3 jours à aller tourner des loups sur fond bleu, à faire des actions et les recomposer dedans, ça a deux intérêts. C'est d'abord plus réaliste, souvent, plus facilement réaliste en tout cas. C'est plus rapidement prêt pour le réalisateur de voir une séquence à peu près construite. Et puis c'est moins cher, parce que faire un loup en image de synthèse, c'est vite assez cher. Donc il y a un moment donné, 5% sur un film comme ça, ouais, on va dire, c'est un film comme ça, globalement, le ratio VFX, c'est entre 5 et 10. 10, si on passe direct, on se dit, on ne s'embête pas à tourner trop de choses avec les vrais animaux et on fera des animaux synthèse avec un haut niveau. Et 5, si on tourne beaucoup avec des vrais animaux, ce qui est notre cas. Le budget global du film, c'est 43. 43. Ouais. Et depuis sa sortie, là, ça fait combien de recettes? Alors en Chine, il y a quelques jours, ils étaient à 118 millions. Je ne sais pas, tu as eu des échos, toi, depuis quelques jours? Tu as eu des échos du box-office en Chine depuis quelques jours, non? Là, je pense que ça va finir à 130, 140 millions de dollars, pardon, pas d'euros, de dollars de box-office. En France, on est dans des chiffres un peu plus petits, mais je pense que le film espère finir entre 1,3 million de spectateurs, un truc comme ça. Bon, ce qui est plutôt bien pour un film de Jean-Jacques Hano qui avait eu quelques échecs avant. Voilà. Alors, le film va entrer dans son argent, oui. Les producteurs sont très contents. Oui. Ah, alors, je vais te passer le micro. 1,7 milliard 170 millions de dollars? Non, en yuan. En yuan, 1,7 milliard divisé par 7. Oui, enfin, je sais pas. J'ai un peu du mal avec les divisions. 200 non. 1,7 milliard. Et par 7. Ça me fait bizarre, ça me paraît bizarre comme chiffre. Hein? J'ai oublié des zéros. Donc ça fait, ouais, d'accord, ça fait 240 millions de box-office, ça me paraît beaucoup en quelques... Ah, d'accord, bon. Enfin, en tout cas, le film est rentable. Le film, il est d'autant plus rentable que, contrairement à beaucoup de films chinois qui ont droit à... Un film chinois, ça doit faire tout son public en 4 jours, 5 jours, une semaine maxi. Les films, ils arrivent très vite.
ça dézingue très très vite. Et là, ce film-là, comme il touche un public un peu plus large, c'est-à-dire il touche les ados, jeunes adultes qui vont au cinéma naturellement, mais il touche aussi leurs parents qui, eux, ont connu la période dont parle le film. Et finalement, les parents, ils ne sont pas précipités le premier mercredi voir le film. Eux, ils vont plutôt y aller dans la deuxième, la troisième semaine, ce qui fait que là, sorti le 19 février en Chine, donc on est à 1 mois, 4 semaines déjà, et il y a encore, on commence à perdre des gens, mais on était encore la semaine dernière à 1 million de spectateurs par jour. Depuis le début, 1 million par jour. C'est des trucs, c'est un truc intéressant sur le marché, voilà, c'est pour l'introduction sur le marché, chinois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une échelle qui est, même moi au bout de 3-4 ans, j'ai toujours du mal à me faire à cette idée que, voilà, c'est un truc, ils ont sorti le film, ils ont fait une pré-sortie le jour de la Saint-Valentin, donc c'est quand même pas forcément le film que vous iriez voir pour la Saint-Valentin avec votre copine ou votre copain. Ils ont fait 1 million d'entrées en une journée. Voilà. Bon. Super. Là, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous, en tant que superviseur, vous étiez plus sur le terrain ou en studio? Ah, moi, je suis d'un bout à l'autre du film. C'est-à-dire, je suis en prépa. J'arrive globalement 1 an avant le début du tournage. Pas à temps plein, mais comme ça, en intervenant plusieurs fois. 3-4 mois avant le début du tournage, c'est à temps plein. Et puis après, le tournage, c'est sur le décor quand c'est du décor. Dans le studio, bien sûr, quand c'est du studio fond bleu, j'y suis naturellement. Et après, en post-production, je suis le travail des sociétés. Je fais un filtre entre les sociétés et Jean-Jacques Hano. C'est-à-dire qu'on va pas montrer, il y a 1000 plans, on ne va pas lui montrer un par un comme ça en désordre. J'essaie de calibrer des séquences pour pouvoir lui montrer une séquence qui me paraît bien à moi, en tout cas qui peut me paraître bien au niveau de la mise en place, pour pouvoir lui montrer, savoir s'il est d'accord, si on continue dans cette direction ou si on change. Donc pour moi, un projet comme ça, c'est un très très gros projet. C'est un machin de presque 2 ans de travail qui n'arrive pas tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va passer à la... Tiens, je vais peut-être récupérer... C'est quoi, il nous reste une demi-heure, c'est ça? Je crois qu'il est 8. Oui? Ah oui, pardon. Pardon. Oui, c'était pour savoir le temps de VFX dans la totalité. Vous l'avez peut-être déjà évoqué, mais je suis plus sûr. Oui. Alors, les VFX dans la totalité, ça a duré... Alors, il y a eu un petit peu de travail en amont en décembre. Ça a démarré en janvier 2014 et ça a globalement fini fin juin 2014. Ça a pris 6 mois. Il y avait 7 sociétés sur le... On est monté jusqu'à, je crois, près de 400 personnes dans le moment le plus haut. Ouais. Après, on a eu... Finalement, ça a bizarrement bien tenu le planning que j'avais écrit 1 an avant. Il nous est resté, je ne sais pas, une vingtaine de plans qui ont mis plus longtemps à sortir, dont 1 ou 2, c'était, voilà, les plans, ils ne sortent pas. Mais c'est toujours, ça existe en France, ça existe aux États-Unis. Il y a des plans qui coincent. On ne sait pas pourquoi, et on les recommence. Alors après, plus ils coincent, plus le réalisateur se bloque dessus, donc plus il les rejette, plus il coince. Enfin voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça ici. On a eu 2-3 plans, les derniers ont fini en, je ne sais plus, septembre, octobre, quand je suis retourné, je ne sais plus à quel moment. Voilà. Mais globalement, ça a été 6 mois à peut-être une moyenne de 200 personnes sur 6 mois.